La seconde partie de notre semaine dans le monde, les grands événements de l'année commentés par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, eh bien, je vous les représente rapidement. Nicolas Vado, dessinateur pour Le Vif, L'Express, L'Écho et vice-président de Cartooning for Peace. Avec nous, Ziad Imam, directeur du mensuel Afrique Magazine. François Dorcival, éditorialiste au Figaro Magazine et à Valeurs Actuelles. Et François Clémenceau, rédacteur en chef au service international du journal du dimanche. Il était au banc de la communauté internationale, enfin plus précisément les Européens et les Américains avaient décidé de l'isoler. Eh bien, le revoilà plus incontournable que jamais. Oubliez la crise ukrainienne, Vladimir Poutine est un acteur central dans le conflit syrien et on l'a bien compris, rien ne se fera sans lui. Le président russe qui a décidé cette année eh bien d'entrer en guerre officiellement sur le terrain syrien contre le terrorisme et pas question toujours eh bien de lâcher Bachar el-Assad. On écoute le président russe, c'était le 26 novembre. Je pense que le sort de Bachar el-Assad doit être entièrement dans les mains du peuple syrien. Actuellement, il n'existe aucune autre force que l'armée gouvernementale syrienne, qui mène des opérations terrestres dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique, Jabhat al-Nusra et d'autres organisations terroristes. En conséquence, je pense que l'armée du président Assad et le président Assad lui-même sont des alliés naturels dans la lutte contre le terrorisme. Ziad, quand même, quel retournement de situation. On avait voulu l'isoler et voilà qu'aujourd'hui, il est au centre du jeu, Vladimir Poutine. Sa stratégie a fonctionné quand même. Lui, il n'a jamais, à la différence d'autres, nous, la France ou encore les Américains, lui, il n'a jamais changé de ligne. On a eu ce débat, je crois, plusieurs fois sur votre plateau cette année, Vanessa, entre tactique et stratégie. Que Vladimir Poutine soit un très bon tacticien, je ne discute peut-être pas. Il bouge la pièce au bon moment, il fait passer la pilule ukrainienne par la Syrie, il fait passer la pilule syrienne par autre chose. Mais je continue à penser, et je ne suis pas un spécialiste, mais je continue à penser que si on regarde les grandes données, la Russie est beaucoup plus affaiblie aujourd'hui qu'elle ne l'était avant l'opération ukrainienne. Elle est sous sanctions. Elle est affaiblie par la baisse des cours du pétrole. Elle est affaiblie par son isolement diplomatique. Alors évidemment, on les écoute parce qu'ils ont une puissance de feu quand même qu'il ne faut pas négliger. Mais finalement, aujourd'hui, le pouvoir d'influence russe se limite à la puissance de feu. Et je ne suis pas sûr qu'au XXIe siècle, même si la puissance de feu compte, c'est pas ça qui fait une puissance. C'est pas ça qui fait une puissance mondiale. Aujourd'hui, la Russie est c'est une puissance arc-boutée sur un certain nombre de positions stratégiques ou tactiques, mais qui s'affaiblit tous les jours. On voit qu'il commence à y avoir des manifestations, ce qui était rarissime. Oui, il y a eu des grèves, notamment de camionneurs, parce qu'il y a eu des taxes sur les routes. Le pouvoir d'achat des gens a été divisé par deux. Le trésor russe a perdu la moitié de ses... Bon, bref, c'est le pays est en récession, d'ailleurs. Le pays est en récession grave. François Dorcival. Oui, il ne faut jamais oublier la relation avec les États-Unis, c'est-à-dire avec Barack Obama, quand on parle de Poutine. C'est la relation centrale. Et évidemment, toute la dernière partie du mandat de Barack Obama aura été d'essayer de renforcer sa diplomatie en reconstituant un climat de guerre froide avec la Russie. Et évidemment, ceci provoque en quelque sorte les réactions de la Russie. Pas Barack Obama qui a envahi l'Ukraine, hein. Enfin la Crimée. J'en viens à l'Ukraine. J'en viens à l'Ukraine parce que c'est l'explication de ce qui suit. L'Ukraine, et vous avez eu tout récemment une sorte d'établissement de l'embargo à l'égard de l'Ukraine décidé par la Russie, le même embargo qui s'applique à l'Union européenne, et nous en avons aussi des conséquences sur le plan alimentaire. Mais pourquoi l'Ukraine? Parce que lorsque l'Europe de l'Est a été réunie à l'Europe de l'Ouest, ce que les 4 négociateurs avaient conclu avec la Russie, c'est que naturellement, on ne ferait pas de la frontière OTAN la frontière orientale du continent européen. Ceci avait été conclu. Et les Russes ont eu le sentiment que c'est le contraire que l'on voulait faire, c'est-à-dire amener l'OTAN à ses frontières, à elle. Tout le reste dérive de cela. Première conséquence. Deuxième conséquence, ne jamais oublier que Poutine aussi, il a toutes les républiques du Caucase et donc des républiques musulmanes qui sont sensibles et perméables à ce qui se passe en Orient. Donc ceci détermine évidemment sa politique de force, certes de force, mais sa politique actuelle.
François Clémenceau, est-ce qu'il n'y a pas un risque des Russes de s'embourber en Syrie comme ça avait été le cas en Afghanistan? Oui, et plus largement, je dirais qu'au-delà de ce qu'on peut appeler, de ce que vous avez appelé le grand retour, c'est un retour visible. Mais le problème, la question se pose de savoir si ce retour est efficace. Parce que c'est ça, un vrai retour. Un vrai retour, c'est quand vous amenez des solutions, c'est quand vous débloquez des choses, c'est quand vous changez les choses. Qu'est-ce qui a changé ? L'intervention en Russie depuis 3 mois, oui, effectivement, c'est pas qu'elle s'enlise, mais c'est qu'elle n'obtient pas les résultats escomptés. Une chose. Une résolution quand même au Conseil de sécurité vendredi. Bon, on verra bien les résultats après. Mais regardez, on a bien vu, c'était soi-disant une intervention pour lutter contre Daesh, et on s'aperçoit encore aujourd'hui que les frappes russes contre Daesh, c'est quoi ? 1 sur 2, 2 sur 3, c'est certainement pas 100%. Troisièmement, sur l'Ukraine, on citait tout à l'heure les années 90, mais il y a tout de même eu un traité qui a été signé par un État digne de ce nom, qui prévoyait qu'il y avait dénucléarisation de l'Ukraine en échange du respect des frontières intégrales de l'Ukraine. Elles explosent sous prétexte que quoi ? Sous aucun prétexte. Et en plus de ça, et c'est pour ça que je vous parle d'efficacité, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui à Poutine et au peuple russe, l'annexion de la Crimée ? Ça lui coûte énormément d'argent, d'investissement, de relations. Donc tout ça est très contre-productif, ne résout pas fondamentalement les choses. C'est vrai qu'on peut dire aux Européens, aux Américains qu'il y a eu une sorte de période d'illusion pendant laquelle on s'est permis de faire sans la Russie. Aujourd'hui, les interventions de Vladimir Poutine obligent parfois les Américains, mais parfois aussi les Européens, à la preuve avec les sanctions, d'agir contre la Russie. Et ça aussi, c'est contre-productif. Donc au total, je dirais que le retour de Poutine, il serait formidable s'il prenait en compte une bonne partie des intentions bonnes de l'Europe, des États-Unis sur des sujets centraux. Ça a parfaitement marché sur la négociation iranienne, ça ne marche pas du tout sur la Syrie, et ça pourrait marcher sur l'Ukraine à condition que chacun y mette du sien. Et on va en parler tout à l'heure, cet accord historique sur le nucléaire iranien. Nicolas. 3 petits dessins en vitesse. Un dessin que j'avais déjà montré pendant l'année, mais que je remonte parce que j'aimais beaucoup de Payam, dessinateur iranien. Ce qui est bien pour nous, dessinateurs de presse, évidemment, c'est que Poutine est très charismatique parce que c'est un mélange de Tarzan et Indiana Jones, on va dire. Et c'est ce dessin que j'aimais beaucoup. Il arrive comme le chien dans un jeu de quilles. Et je trouvais que le dessin était bien. Il était presque enfantin, mais il en disait beaucoup. Il y a aussi ce dessin qui est un dessin qui vient de Jordanie, de Hajjaj, et qui montre que même dans des pays comme la Jordanie, on n'est pas du tout dupe et on pense que ce que fait Poutine ne va pas forcément amener des bonnes choses, le fait de soutenir Bachar coûte que coûte. Et dernier dessin, parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas encore mentionnée, je pense qu'il y a la nostalgie de la Grande Russie aussi. Et il y avait ce dessin d'Antonio qui était fantastique, où on voit Poutine sur son divan de psy, et puis c'est évidemment Staline qui est le médecin, et c'est un dessin qui était très fort, je trouvais, parce que je pense qu'il y a ça dans le fond de Poutine, c'est cette grande nostalgie de la Grande Russie. Cette photo qui a marqué les esprits, les consciences, le drame des migrants qui a pris un visage, celui du petit Aylan, c'est ce petit Syrien qui a été retrouvé sur les côtes turques, mort. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Juncker, il est le président de la Commission européenne, c'était le 9 septembre à Strasbourg devant le Parlement. Nous pouvons construire des murs, nous pouvons ériger des clôtures. Mais imaginez un instant que ce soit vous qui vous trouviez dans cette situation. Votre enfant dans les bras et tout votre univers qui s'écroule. Il n'y a pas de prix que vous seriez prêt à payer, pas de mur, de mer, de frontières que vous ne seriez prêt à franchir pour fuir la guerre ou la barbarie. It is a war of the barbarism. Nicolas Vado, un dessin tout de suite. Oui, un dessin de Kishka qui était fantastique, je trouvais, parce que ça m'avait énormément frappé, cette photo du petit Ayla. En tant que dessinateur, moi j'ai dû redessiner, là c'était terrifiant, mais toute la composition de la photo, il le montre dans ce dessin, c'est un tout petit garçon, mais il paraît énorme, et même la composition de la photo, l'endroit où il était, il est mort, mais il n'y a pas de sang parce qu'il est au bord de l'eau. L'eau, c'est un peu le symbole de la vie, et c'est la mort qui se noie dans cette mer là où il est mort. Et c'était très fort pour nous, dessinateurs. On redessiner cette image d'Aylan, ça nous prend quelques temps, c'était assez difficile. J'avais fait ce dessin-là sur la Pietà au même moment. Et encore une fois, pour ces sujets-là, on ne peut pas faire de l'humour là-dessus, et on doit faire des dessins qui sont
qui sont sourds, mais qui doivent dire le plus en étant le plus sourd possible. C'est pareil pour ce dessin de Bénédicte, parce qu'il y a un rapport à l'enfance qui est très fort, encore une fois, avec la mort de ce petit Aylan. C'est une dessinateur suissesse, et ça aussi, je trouve, c'est un dessin qui est très fort, qui nous montre le mur. C'est un mur de sable. Est-ce que le mur de sable va s'écrouler un jour, oui ou non? Et la composition du dessin est extrêmement importante aussi. Vous voyez, on voit tout de suite se focaliser sur la petite main. On comprend tout de suite ce que ça veut dire. Et puis ce dessin de Mix et Remix, dessinateur suisse aussi, qui est assez cynique, mais je trouve quand même extrêmement drôle. Et parce qu'on voit comment il traite les migrants, même graphiquement. Et les autres, Mix et Remix, toujours quelqu'un qui dessine de manière très synthétique. Et au plus on dessine de manière synthétique, au plus on peut aller dans le détail, paradoxalement. François Dorcival, il y a eu beaucoup d'indignation chez les Européens. Jean-Claude Juncker avait demandé à ce que 160 000 migrants soient relocalisés. Beaucoup d'indignation. Et au final, on a le sentiment de pas grand-chose, surtout pas de solidarité de la part des Européens. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un peu honte? Non. Honte. Il faut honte pas, de ne pas recevoir des gens qui fuient la guerre et de ne pas en recevoir. Ce qui est du domaine du sentiment moral alimente beaucoup les discours politiques de manière extrêmement confortable et commode. Ensuite, il faut traiter ces questions-là de manière réaliste. Et ce qui est même médiatiquement extraordinaire dans cette affaire de la crise des migrants, c'est qu'en septembre, vous entendrez Juncker, mais vous aviez déjà entendu, quand Juncker a parlé, vous aviez déjà entendu la chancelière allemande. Vous aviez déjà vu à Munich les petits drapeaux Willkommen auprès des migrants. Ça, c'était au mois de septembre. Nous sommes aujourd'hui au mois de décembre. Médiatiquement, on a l'impression que la crise des migrants, elle est passée. On n'en parle plus, sauf évidemment quand on en fait le bilan. Or, 800 000 personnes sont passées depuis. 800 000. L'Allemagne en a accueilli l'essentiel. Près d'1 million à la fin de l'année. Voilà. Pour des raisons qui lui sont propres. Pour des raisons qui lui sont propres. Et l'Europe, devant non pas cette situation absolument dramatique, quelle solution a-t-elle été en mesure de mettre en place? Aucune. Mais je pose la question, François Dorcival, est-ce qu'on ne devrait pas avoir honte? Aujourd'hui. Si nous étions... Mais si, est-ce qu'il n'y a pas une dimension morale? Si nous, demain, nous vivions la guerre, nous serions peut-être contents d'avoir des pays qui nous accueillent, et là, on ferme les portes. Écoutez, et l'Arabie Saoudite, et telles autres, bon, honte. Ce dont on pourrait avoir honte, c'est que l'Europe, telle qu'elle est, soit impuissante à trouver des solutions, à la fois pour couper les sources et d'autre part pour traiter cette affaire. Or, aujourd'hui, après les discours que vous avez cités, on en est à l'organisation des gardes frontaliers, des gardes frontières européennes. Donc ça veut bien dire qu'en 2 mois, cette crise a changé de sens. Ziad Limam, on devrait avoir honte, on ne fait pas preuve de solidarité? Ou vous êtes d'accord avec François, il faut être réaliste? François, je pense qu'il faut à la fois avoir honte et être réaliste. Il faut avoir les deux sentiments en même temps. Et je pense aussi qu'on ne dit pas la vérité aux Européens, aux citoyens. Parce que les citoyens, on peut se mettre à leur place. On n'est pas tous des êtres globalisés qui avons avec ça. On peut comprendre que des Européens s'inquiètent d'un afflux massif. En plus, on s'aperçoit qu'il y a des passeports syriens trafiqués. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont été au Bataclan qui avaient des passeports, peut-être, je n'ai pas les détails de l'enquête, mais bon, on voit bien. Ils sont passés en tout cas par des filières de migrants. Mais la vérité qu'il faut dire aux Européens et que les hommes politiques ne disent pas et que même Bruxelles ne dit pas. Bruxelles utilise un langage émotionnel pour rassembler les forces, pour pouvoir créer les gardes-côtes, pour pouvoir créer les points de contrôle, etc. La réalité, c'est que nous sommes 500 millions en Europe avec un pouvoir d'achat, un niveau de vie qui est 50 fois supérieur à notre frontière sud et à notre frontière est, qui a 2 milliards ou 2,5 milliards de gens qui nous regardent en se disant, excusez-moi de stresser un peu tout le monde dans cette fin d'année, qui se regardent en disant, mais où est-ce que je vais aller? Les gens n'ont qu'une seule vie. Enfin, les gens ne vivront qu'une fois. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour quitter les zones de guerre, pour quitter les zones de pauvreté. On reparlera, j'espère, la semaine prochaine de la COP21 et de ses conclusions et de son avenir. Tout ça, ça pousse un phénomène historique. La Syrie, c'est vrai, aujourd'hui, on pense à la Syrie parce qu'elle a déclenché cette vague de 1 million 200 000 réfugiés. Mais il n'y aura pas que la Syrie, il y aura d'autres choses. Et ces gens viendront vers les zones de richesse. On parle de nous, on ne parle jamais des Américains qui ont érigé une véritable forteresse pour essayer de se protéger de ce qui vient de leur sud. Mais tout ça, c'est des phénomènes historiques. Et on ne peut pas répondre à des phénomènes historiques avec un espèce de... Il y a quand même 12 millions de migrants aux États-Unis aujourd'hui. Il y a 12 millions
de gens sans papier à l'intérieur des États-Unis, sur lesquels ils sont incapables, mais François connaît ça mieux que moi, sont incapables d'avoir un accord politique, mais ils ne les mettront pas dehors, c'est évident. Ils vont pas déporter, excusez-moi du mot, 12 millions de personnes. Et quand on entend des citoyens, des politiciens européens dire on va mettre des frontières et des murs, ils parlent de quoi? C'est pour rassurer une opinion politique à court terme, mais quel mur va retenir François Clémenceau. Non, je suis bien d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et j'ajouterai qu'il y a un problème d'identité quelque part. C'est-à-dire que lorsque on a vu tous ces reportages toute cette année où on voit des gens dans des villages, à la campagne, où on leur dit mais vous allez en accueillir 2, 5, 10, 12, et ils se disent ah ben non, il n'y a pas de raison que... Je crois qu'en France, on a relocalisé 20 personnes. Voilà, c'est consternant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que bien entendu qu'il y a de la pauvreté chez nous, il y a des phénomènes d'exclusion, il y a des difficultés économiques et sociales très fortes, mais il y a un manque de responsabilité et de courage dans la classe politique pour dire à tous les Français qui regardent ces images-là, et aux Européens au sens large, pour leur dire ces gens sont à ce stade 0,5% de la population européenne. C'est vraiment impossible de faire quoi que ce soit. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une peur, François Clémenceau? Il y a la peur, finalement, il y a la peur de l'autre, il y a la peur de l'altérité. En France, il y a beaucoup de chômage aussi. Les gens ont peut-être peur qu'on leur prenne. Il faut avoir des discours qui soient des discours de courage en disant oui, je comprends quelle est votre situation de détresse, mais ça n'empêche pas qu'il y en a d'autres et qu'on doit les prendre en charge parce que sinon, c'est irresponsable. C'est irresponsable de dresser des murs, c'est irresponsable de fermer la lumière, c'est irresponsable de dire faisons comme si ça n'existait pas. Et c'est ça la difficulté. Et si vous ajoutez à cela le discours des formes les plus extrémistes de politique, à savoir celle du Front National, mais aussi celle d'un certain nombre d'États comme la Hongrie ou d'autres, qui disent pire que ça, on ne prendra que ceux qui nous ressemblent et pas ceux qui ne nous ressemblent pas. Et c'est ça le pire, parce qu'à ce moment-là, on crée des politiques de division, de haine, et au final, ça ne résout non seulement pas la difficulté de la problématique migratoire, mais en plus, ça accentue ces difficultés identitaires. Oui, et dernière chose, un dernier mot très rapidement. C'est ce qui s'est passé au Danemark quand on a dit qu'on allait leur enlever leurs bijoux et leur argent. Ça fait penser quand même à un passé extrêmement nauséabond. Et je trouve qu'il y a une libération de cette parole purement extrémiste qui fait quand même un peu peur. On ne peut pas parler de cette année 2015 sans évoquer évidemment cet accord historique sur le nucléaire iranien qui a été signé le 14 juillet 2015. Je vous propose tout de suite d'écouter le président iranien Hassan Rouhani. Il a donné une interview à nos confrères d'Europe 1 et de France 2. C'était le 11 novembre. Hassan Rouhani. Tout d'abord, l'Iran, depuis longtemps, depuis le début, a adhéré au TNP dans le cadre du traité. Et nous avons coopéré avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et les rapports de l'agence prouvent clairement que l'Iran a eu une très bonne coopération avec l'agence. Et aujourd'hui, l'Iran est décidé plus que jamais à honorer ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire et l'Iran restera attaché à ses engagements à condition toutefois que nos interlocuteurs, c'est-à-dire le groupe 5+1, restent également attachés à ces engagements. François Clémenceau, c'est quand même le grand succès de la présidence Obama. Oui. Celui-ci, fondamental. Et le rapprochement avec Cuba aussi. Le rapprochement avec Cuba, ce sont deux grands succès de politique étrangère pour Barack Obama, quoi qu'on dise de l'Iran et quoi qu'on dise de son comportement actuel, qui ne préjuge en rien de ce que l'Iran pourra devenir plus tard. Mais c'est vrai qu'avoir réussi à comprendre que oui, l'Iran a cherché à obtenir l'arme nucléaire avant la période des années 2005-2009, oui, mais que depuis, elle a fini par comprendre que ça n'était plus possible, plus nécessaire, et qu'à partir de ce moment-là, il fallait retrouver une forme de relation avec le reste du monde. C'est tout ce qu'a réussi à faire, pas seulement les États-Unis. On n'oubliera pas quand même que c'est un travail collectif, mais s'il n'y avait pas eu la volonté politique de Barack Obama d'y croire du début jusqu'à la fin, ça n'aurait jamais existé. Et en allant contre sa propre, contre le Congrès américain, donc c'était une double bataille oui. Pour lui à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. François Dorcival, c'est aussi un rapprochement aussi des Occidentaux avec le monde chiite, et voilà. Il faut s'en féliciter. Peut-être justement de rééquilibrer nos rapports, nous qui étions plutôt proches du monde sunnite, oui. Nos alliés étant plutôt l'Arabie Saoudite, le Qatar. Nous Français en particulier, oui. En particulier, mais les Américains aussi. Et effectivement, il n'y a pas de règlement possible au Proche-Orient, dans l'ensemble moyen-oriental, sans la présence de l'acteur iranien. Dès lors qu'on fermait la porte devant lui, ça n'était pas
possible. Mais il ne faut pas oublier pour autant que les Iraniens, nous les avons eus en face de nous. N'oublions pas ce qui s'est passé en 1983, quand 58 parachutistes français ont été tués à Beyrouth et 241 Marines américains. C'était quand même les Iraniens qui étaient derrière. Donc il y a des souvenirs et des continuités qui ne cessent que par l'intérêt stratégique. Et c'est ce que Obama a su saisir. Ziad Limam. En même temps, moi qui ai beaucoup défendu cet accord... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez beaucoup défendu cet accord, et surtout l'Iran aussi, sur ce plateau. Il y avait besoin de rééquilibrer la scène, mais on voit bien que ce n'est pas parce qu'on a signé un papier à Vienne que d'un seul coup, on a fait un chèque en blanc à la République islamique. On voit très bien que les choses prennent beaucoup de temps, millimètre par millimètre, qu'il faut que les Iraniens donnent des garanties sur tel et tel point, que la situation de l'Iran est une situation très compliquée sur le plan économique. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on oublie dans les débats stratégiques, mais avec un pétrole à $35, l'Iran qui va revenir sur le marché pétrolier à $35, c'est juste pas possible pour eux de relancer leur économie. Donc c'est quand même un pays qui va être obligé de naviguer son retour dans la scène internationale. C'est pas le triomphe dont on avait parlé, le retour des mollahs, tout ça, etc. C'est plus complexe que ça. Et je pense que les Américains, on les surestime toujours, que ce soit quand ils sont méchants, entre guillemets, et quand ils sont bons, entre guillemets. Je pense que c'est des gens extrêmement réalistes. Nicolas. Ils savent à peu près où ils mettent les pieds. Un dessin. Eh ben, un petit dessin que je trouve très rigolo pour faire le contre-pied, qui mélange l'environnement et l'Iran. C'est un dessin de Gio, vous pouvez le voir. Alors justement, l'environnement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand même, cette année, c'est quand même achevé sur cette COP 21, cet accord sur le climat. Justement, alors, regardez le dessin. Iran, pourquoi le nucléaire? Vous voudriez quoi? De l'éolien civil? Un mot, François Clémenceau, un mot justement sur cette COP 21. Un grand succès pour la diplomatie française, sur laquelle on avait beaucoup ironisé dans tous les mois qui ont précédé la COP21. Oui, ils ne sont pas d'accord entre eux, ça n'y arriveront jamais, c'est impossible, ce sera un accord à minima. Il y a des moments où il ne faut pas désespérer, à la fois de la diplomatie, à la fois de ce que c'est que les Nations Unies, parce que n'oublions pas que c'est une conférence des Nations Unies et que 196 pays à mettre d'accord en même temps, c'est extrêmement compliqué et le résultat est toujours décevant par rapport aux attentes, certes, mais qui aujourd'hui peut dire que ça n'est pas un progrès et qui doit en annoncer d'autres? C'est-à-dire que l'affaire ne s'arrête pas là, l'affaire ne peut pas s'arrêter là, ça n'est qu'un work in progress, comme disent les Américains, il faut poursuivre. Allez, vos coups de cœur, parce qu'on a parlé quand même d'une actualité, on peut dire, qui est quand même lourde, chargée. Voilà, il n'y a pas de moments gays dans cette émission. Alors, on va quand même terminer un peu en sourire avec des petites choses sympathiques. Votre coup de cœur sympathique. C'est assez dur, le mien. Oh là là, François, vous êtes décevant là. Ah non, non, vous ne pouvez pas nous faire ça. C'est assez dur, mais c'est tellement réaliste. Et c'est un film américain, Sicario. Sicario qui se déroule justement à travers la frontière entre le Mexique et les États-Unis, sur des affaires de drogue. Mais la scène la plus intéressante, la plus politique, c'est la fin, parce qu'elle illustre terriblement la relation entre l'Amérique et l'Europe. L'Amérique mercenaire qui tire et l'Europe qui veut toujours être du côté du droit. Et là, ils ont un lieutenant de police américain, qui est une femme, qui doit légitimer les actions de ces hommes, qui sont des mercenaires. Et à la fin, le principal de ces mercenaires tend son arme sur la tempe du lieutenant de police en lui disant « Tu vas légitimer, sans quoi je te tire dessus ». Et on voit le lieutenant de police pleurer. Et j'ai eu le sentiment que je regardais, à ce moment-là, l'Europe en train de pleurer devant l'expression de la force. Voilà, avec Benicio del Toro, Emily Blunt, Sicario, c'est le coup de cœur de François Dorcival. Ziad, rapidement maintenant. Pas beaucoup plus gai, mais beau, et un film qui m'a profondément bouleversé, qui s'appelle Mustang, qui est l'histoire de ses sœurs dans un village turc de la Turquie profonde. On est loin d'Istanbul, et c'est un film tragique parce qu'il y a un destin qui va être brisé. Et c'est un film en même temps d'espoir parce que deux de ces jeunes filles vont réussir à aller vers la liberté, enfin vers une conquête de la liberté. Et pour moi, ça parle de la Turquie, mais ça parle d'une manière générale des femmes dans le monde musulman et que ça reste quand même une force. Ouais. Et d'ailleurs, la réalisatrice est une femme. Ouais, c'est une femme, Demise Gamizé-Arguven, qui a réalisé. Je ne me rappelle plus si elle va aux Oscars ou pas, mais elle représente la France. Voilà. Mais quand même, c'est le symbole de ces femmes musulmanes qui sont des forces de changement dans le monde musulman et qu'il faut. Un mot, Nicolas. Ça allait vite parce que j'avais le même coup de cœur que lui. Bon, voilà, Mustang, et on voit l'affiche là. C'est The Virgin Suicides à la turque et c'est un film fantastique.
Rapidement, François Clémenceau. Alors, c'est sur la Syrie, donc forcément, c'est pas très gai, mais en même temps, vous allez vous apercevoir en lisant la bande dessinée scénarisée par Jean-Pierre Filiu, La Dame de Damas, que ça permet d'avoir enfin un visage humain sur ce qui s'est passé juste avant le printemps syrien et pendant le printemps syrien. C'est l'histoire d'amour entre un homme et une femme. Évidemment, ils ne sont pas dans le même camp, mais c'est magnifiquement raconté. Les dessins sont formidables et ça permet d'avoir, lorsqu'on termine cette bande dessinée, d'avoir un tout petit peu d'optimisme sur l'avenir de la société syrienne. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir participé à cette semaine dans le monde, d'être revenus avec nous sur l'actualité, les grands moments de cette année 2015. Un grand merci à toute l'équipe du débat, à mon chef d'édition Anthony Saint-Léger, à la programmation Laura Burlot et à Pierre Delrieux. Et on se quitte, si vous le voulez bien, en images sur les grands événements de l'année 2015. Très belle fête à tous. À très vite.